Et on va d'abord aborder une enquête de Lisa Beaujour qui va prendre la place de Lin Lan. On te retrouvera tout à l'heure, Lin Lan. Salut Lisa. Salut. Donc on va regarder ton enquête qui porte sur un média qui s'est lancé récemment et que vous connaissez par cœur, qui s'appelle Omerta. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs ce journal en kiosque. Il y avait des campagnes sur les dos de kiosques récemment. Donc Omerta, c'est un média qui se présente comme généraliste, qui dit qu'il n'a pas particulièrement d'idéologie et de point de vue. Et donc, Lisa, tu as essayé de regarder en le consultant et en le lisant attentivement si ça tenait la route. Omerta se présente comme un média d'enquête et de reportage factuel, sans parti pris. Mais est-ce vraiment le cas? Dans la version papier d'Omerta, Arnaud Klarsfeld assure que l'Ukraine n'est pas innocente. Un peu plus loin, cet autre article explique que les médias occidentaux font de la propagande. Et pour promouvoir son média, le président d'Omerta, Charles Danjou, a été interviewé plusieurs fois à la télévision russe sur la chaîne du ministère de la Défense. Mon opinion, c'est que la propagande ukrainienne fait une campagne très efficace. Vraiment très efficace. Quant au directeur de la rédaction d'Omerta, c'est Régis Le Sommier, un grand reporter qui a longtemps travaillé à Paris Match, puis à Russia Today. Nous l'avons rencontré. D'après lui, Omerta est un média neutre. En lisant votre magazine, en fait, les pages changent et on explique que ça, on explique que ça ne marche pas, l'Ukraine n'est pas innocente, qu'il y a de la propagande dans les médias occidentaux, et c'est pour ça que je vous parle de parti pris. Ce n'est pas un parti pris, c'est pas parce qu'on met la vérité qui dérange qu'on est pro-russe. Je veux dire, c'est quand même incroyable que quand on a une opinion ou une démonstration qu'on parle de quelque chose qui ne va pas nécessairement dans le sens de l'encouragement de l'Ukraine ou de la victoire de l'Ukraine, on en devient pro-russe. Mais la guerre en Ukraine n'est pas le seul thème abordé par Omerta. André Berkoff y anime aussi une émission hebdomadaire. Cet animateur de Sud Radio, régulièrement épinglé pour les intox qu'il passe à l'antenne, évoque sur Omerta tout type de sujets, entrecoupés de chansons. Quelque chose en moi de Delfrécy. Parmi ses invités, Alexandra Henrion-Caude, qui a multiplié les déclarations mensongères sur le Covid. Le site d'Omerta traite également de différents sujets de société, et certains articles sont clairement mensongers, comme celui sur la zoophilie dépénalisée en Espagne. Enfin, certaines méthodes sont également questionnables. Par exemple, ce micro-trottoir, intitulé « Grand remplacement en Tunisie ». Un homme revient plusieurs fois pour parler des dangers de l'immigration en Tunisie comme en France. C'est terrible, le grand remplacement, il est là. Je suis désolé, il est là. Cet homme, présenté comme un citoyen lambda, c'est Farid Smaï, ancien conseiller régional du FN en Île-de-France, proche de Jean-Marie Le Pen. Pour Régis Le Sommier, ce n'est pas un problème. S'il n'a plus d'activité avec le RN, ça redevient un citoyen ordinaire, à ce qui me semble. Donc il a le droit d'avoir des propos. Omerta se dit sans parti pris. Mais au regard de sa couverture de l'actualité, il s'avère que c'est un média avec des positions idéologiques claires, notamment sur la Russie. Alors Olivier Tesquet, vous avez sorti une longue enquête dans Télérama sur le créateur de cette publication qui s'appelle Charles Danjou. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit en Russie, qui est proche de la Russie, et on peut le dire aussi qui est assez proche de l'extrême droite en France. Oui, alors c'est assez surprenant parce que le parcours de Charles Danjou, a priori, ne le prédestinait pas à embrasser comme ça la droite identitaire et ses obsessions, que ce soit la Russie ou d'autres thèmes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que pendant longtemps, c'était quelqu'un qui était engagé chez les Républicains, qui était plutôt décrit comme un jupéiste bon teint dans les milieux de droite moscovite, ce qui n'est pas nécessairement un compliment là-bas, qui était encore référent pour Valérie Pécresse en 2022. Et qu'il a, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis qu'il s'est improvisé fixeur pour une grande reporter de TF1 qui s'appelle Lise Romboudoul, avec qui il a passé 3 mois dans le Donbass depuis juste avant le début de la guerre, au mois d'avril à peu près, eh bien à ce moment-là, il a eu l'idée du média, et le média, dans les sujets qu'il traite, dans la manière dont il est traité, dans les personnes qu'il sollicite pour en parler, aujourd'hui, est complètement en phase avec effectivement les thèmes de la droite identitaire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour qu'il switch comme ça, en gros, il soutenait Valérie Pécresse il y a encore 2 ans, c'est ça Et qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant il monte ce média clairement pro-russe
Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Vous l'avez contacté? Vous avez parlé avec lui? C'est la grande énigme. Moi, j'aurais beaucoup aimé en parler directement avec Charles Danjou. Le problème, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez inédit dans ma pratique de ce métier, qui est que j'ai reçu un courrier comminatoire de son avocat avant même d'avoir pu poser la moindre question. C'est-à-dire que j'ai sollicité Charles Danjou dans le cadre de ce portrait enquêté pour lui donner la parole parce que j'estimais que c'était légitime à partir du moment où on parlait de lui, et j'ai pris tout de suite cette mise en garde solennelle de la part de son avocat. Une procédure bâillon. Ce qui est ce qu'on pourrait assimiler à une procédure bâillon, en tout cas à une tentative d'intimidation, et ce qui évidemment permet pas de revenir sur toutes ces questions. Mais ensuite, j'ai adressé une liste d'une 40aine de questions, pour certaines assez précises, et là aussi, j'ai pas eu beaucoup de réponses. D'accord. Et c'est vrai que vous le disiez, il a été fixeur pour TF1 pendant un moment. Il a même écrit un livre, je crois, avec une journaliste de TF1. Tout à fait. En fait, il est parti avec Lise Romboudoul, qu'il a rencontré en Libye en 2012, parce qu'à l'époque, Charles Danjou était très actif, notamment dans on va dire, la Sarkozy un peu crépusculaire. Il accompagnait les délégations, il a participé au rapatriement assez rocambolesque de l'Airbus de Kadhafi, notamment à cette époque-là. Il organisait des rendez-vous entre le gouvernement non reconnu de Tripoli et des cercles de droite, mais qui étaient quand même déjà des cercles de droite un peu plus durs. Jean-Frédéric Poisson, par exemple, à cette époque-là. Et donc, il a rencontré Lise Romboudoul à cette occasion. Ils sont partis dans le Donbass au début de la guerre, zone dans laquelle il dit qu'il n'avait jamais mis les pieds avant le déclenchement du conflit. Et ils devaient passer une quinzaine de jours, et ils se sont retrouvés finalement à passer 3 mois, notamment à Mariupol, où ils étaient l'une des seules équipes occidentales, et dont ils ont ramené à 2 un récit co-signé ensemble qui s'appelle Mariupol sur les routes de l'enfer, où il raconte un récit à 2 voix de cette expérience, mais de cette expérience quand même au plus proche du conflit vu du côté russe, parce que c'était vraiment ça la promesse éditoriale, c'est-à-dire on va couvrir le conflit du point de vue de la puissance qui attaque. Après, de montrer le conflit du côté russe, c'est aussi intéressant. Nous, à France Télévisions, on le fait. Je pense que c'est important de le voir des 2 côtés. Mais c'est justement important de le voir des 2 côtés. Et là, ce qui interroge dans ce média, et la trajectoire de ce monsieur, c'est qu'on ne le voit plus que d'un côté. C'est-à-dire que c'est un contre-pied constant sur... les médias disent que l'Ukraine est agressée. Nous, on va prendre le contre-pied et ne dire que ce que raconte le Kremlin. Sachant que de toute façon, aujourd'hui, Charles Danjou ne peut pas rentrer sur le territoire ukrainien, en tout cas dans les zones qui ne sont pas les zones occupées par la Russie. Il est sur la liste Mirodvorets des ennemis de l'Ukraine, alors sur laquelle il peut y avoir débat. Il y a des journalistes qui y figurent, et notamment des journalistes qui ont couvert le conflit côté russe. Mais Charles Danjou ne peut rentrer que sur les territoires séparatistes amis de la Russie. Alors, on parle beaucoup de Charles Danjou, mais il a recruté donc quelqu'un qui s'appelle Régis Le Sommier, qui est un ancien de Paris Match, Lisa. Et pareil, toi, tu as pu le rencontrer pour discuter un peu de la ligne éditoriale d'Omerta. Oui, et pendant toute l'interview, Régis Le Sommier, il insiste sur le fait que pour lui, Omerta, ce n'est pas un média pro-russe. En fait, quels que soient les arguments qu'on lui oppose, il répond pas vraiment. Il explique que tous les points de vue, en fait, doivent être entendus, et que c'est pour ça qu'Omerta donne, je le cite, la parole à des voix un peu différentes. Régis Le Sommier lui-même, il s'est rendu plusieurs fois sur les terrains de guerre, et pour Omerta, il y allait seulement du côté russe. Écoutez-le. Cette guerre ukrainienne, finalement, nous, on essaie de la couvrir le mieux possible. On a des accès côté russe. Mais avoir des accès côté russe, pour moi, ne veut absolument pas dire être pro-russe, et ne veut pas dire qu'Omerta a un parti pris qui serait orienté pour défendre la position du Kremlin, comme j'ai pu l'entendre. Ça, je pense que ce sont des accusations abjectes, permettez-moi d'utiliser ce terme, et en plus absurde, parce que on est sur un principe d'abonné payant. Si on était un objet de propagande, on ne serait pas dans le payant. On ferait une chaîne de télé, comme a été RT France, qui serait ouvert à tous. Voilà, donc Régis Le Sommier, il le répète, Omerta, non, on n'a pas de parti pris. Mais en réalité, clairement, Olivier Tesquet, vous avez beaucoup travaillé sur le média, on se rend compte quand on regarde leur site internet, quand on feuillette leur magazine, qu'en fait, tous les articles, quasiment toutes les personnes interrogées vont dans le même sens, et c'est clairement celui de la Russie. Oui, complètement. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle, et alors c'est assez marrant, parce que ce soit Régis Le Sommier ou que ce soit Charles Danjou, il y a cet argument qui revient en boucle de dire on n'est pas RT. Mais c'est louche presque, on a envie de dire, ça ressemble quand même beaucoup à RT. Alors, d'ailleurs, moi, ça m'avait frappé, l'avocat m'avait pondu le même élément de langage avant même que j'ai fait la moindre comparaison, et l'argument, c'est de dire, effectivement, RT était une chaîne très largement financée par le Kremlin, effectivement, à hauteur à peu près de 25 millions d'euros par an, donc c'est pas du tout les mêmes budgets, et l'argument selon lequel, puisque Omerta est une publication fondée sur l'abonnement, la comparaison est nulle et non avenue.
Ce qui se passe, c'est quand même que depuis l'interdiction d'RT et Sputnik dans l'Union européenne au début de la guerre, il y a un public, une frange du public de RT, et peut-être la frange la plus radicalisée, entre guillemets, qui est orpheline et qui se retrouve complètement dans un contenu comme celui produit par Omerta, qui procède un peu quand même de la même façon. C'est-à-dire que ce sont deux objets médiatiques très différents. Omerta n'est évidemment pas un média d'État russe comme l'était RT ou comme peut l'être Sputnik. En revanche, dans la manière de traiter les sujets, dans cette apparence de pluralité, dans la mise en scène d'un pluralisme de façade en disant on donne la parole à tout le monde, mais on donne quand même très majoritairement la parole à des gens qui vont tenir des positions visant à faire passer l'idée que la puissance qui agresse, ce ne serait pas la Russie, mais ce serait les États-Unis, l'OTAN, l'Occident, quel que soit le nom qu'on met derrière. Dans ce relativisme permanent, je vois quand même un certain nombre de points communs. Et par ailleurs, il y a le sujet de la Russie, mais il y a tous les autres sujets et la manière dont il parle de ces sujets. Quand on parle des délires woke ou du laxisme de la politique migratoire, je mets des guillemets parce que ce sont les mots de Charles d'Anjou. Donc on voit bien que là aussi, sur ces sujets-là, qui ont toujours fait partie aussi du registre de la guerre d'influence menée par la Russie, on voit qu'Omerta marche quand même un peu dans les mêmes... C'est ça, parce que ça parle pas uniquement de la Russie. Et sur les sujets de société, c'est une vision d'extrême droite, en fait, avec les mêmes combats que l'extrême droite française. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, Omerta, à minima, est un relais d'influence des positions, alors qui sont des positions de l'extrême droite en France. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être attisée, financée, aidée par des oligarques ou des puissances étrangères, mais qui se trouve quand même être en adéquation avec l'agenda politique de certaines personnes en Russie qui travaillent depuis de longues années, et c'est assez documenté quand même maintenant, sur l'entretien de ces relations en France pour pousser cet agenda-là.